Bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce petit webinaire de rentrée, hein, sur la partie, bilan de campagne Serre à la paille. Donc on va parler, blé, orge et triticale. Avant d'aller sur la deuxième partie du webinaire consacrée au choix variétal, donc notamment au niveau des préconisations, vous redonner un petit peu les derniers résultats, quelques commentaires. Et puis, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Benjamin Collin, ingénieur régional grande culture, donc serre à la paille et maïs notamment, sur la partie Bretagne. Et puis Alexandre, je laisse te présenter aussi. Donc, bonjour à tous, Alexandre Perret, donc ingénieur régional aussi sur la région Bretagne avec Benjamin et Elodie. Et donc, quelques rendez-vous à noter là dans vos agendas là pour commencer. Donc, pour ceux qui n'avaient pas noté ou qui n'ont pas reçu les différents mails, donc, pour l'automne, donc là aujourd'hui on vous présente la partie bilan de campagne variété. Sur l'automne, on va aussi avoir un rendez-vous en physique, donc comme d'habitude à la touche, hein, le 18 novembre. Donc là, ça va être consacré au Serre à la paille, donc après-midi, hein, donc de 13h30 à 17h. Et pour ce qui est, on va dire, du maïs, maïs et fourrage, on aura également un rendez-vous en physique, donc ce sera le vendredi 12 décembre, donc également l'après-midi. Donc, un peu plus spécifiquement, un petit webinaire sur les variétés de maïs, où là, ça va être le 16 décembre 2025. Donc, on va commencer par quelques données climatiques et notamment on va vous parler de la pluviométrie, de la température et du rayonnement sur différentes périodes clés du cycle. Donc vous verrez nos diapositives sur la partie météo, elles vont se ressembler un peu à chaque fois. Donc je vais détailler un petit peu sur la première diapositive et puis après ce sera toujours la même chose. Donc là, la période, elle est indiquée en haut. Donc pour commencer, on a regardé sur la partie semis, donc à peu près 5 novembre, jusqu'à la période des pieds 1 centimètre autour du 20 mars. Et du coup, sur la carte météo de gauche, vous avez la somme de pluie, donc avec quatre classes de somme de pluie. Donc avec le plus foncé, ça va être là où on aura eu le plus de pluie, et le plus clair, là où on aura eu le moins de pluie, avec du coup les valeurs en dessous. Et sur la carte de droite, là, on va se comparer à la médiane 20 ans, donc entre 2004 et 2024. Et du coup, ça va donner des pourcentages en fonction de comment on se positionne par rapport à la médiane. Donc par exemple, là, dans le violet, on va être au-dessus de la médiane, donc soit plus, enfin, de plus 3 à plus 20%. Et dans le orange foncé, on va être en dessous de la médiane. Et donc vous allez voir, à chaque fois, on a renoté les pourcentages pour pouvoir mieux se repérer. Donc après avoir présenté les graphes, donc là on va passer à l'analyse. Donc sur la période semi épi 1 centimètre, donc courant d'hiver et sortie d'hiver, on a eu des cumuls de pluie, euh, si on se compare à la médiane, un petit peu inférieurs sur la partie ouest et plutôt supérieurs sur la partie est, et notamment sur le sud 35. Donc on se rappelle des épisodes d'inondation, notamment dans ces secteurs-là. Et ces pluies ont été réparties surtout sur le mois de janvier. Donc entre le semis et la fin du mois de décembre, on a eu euh, plutôt assez peu de pluie, enfin, qui ont permis des semis en bonnes conditions. Mais c'est surtout sur le mois de janvier où on a eu des semis, enfin des cumuls de pluie importants. Donc avec des phénomènes d'hydromorphie sur certaines parcelles les plus hydromorphes. Et après, en termes de semis, on a eu du coup plutôt des bonnes conditions de semis, sauf après maïs en silage, donc avec des récoltes tardives. Donc dans ces cas-ci, on peut avoir des implantations un petit peu plus difficiles dans ces cas particuliers. Donc ensuite, si on continue le cycle, donc sur la période épi 1 centimètre floraison, donc là, pour commencer, on regarde aussi les pluies. Donc vous avez les cumuls de pluie à gauche. Donc on voit que les cumuls de pluie sont plus ou moins importants en fonction, donc avec un gradient est-ouest. Mais au global, par rapport à la médiane 20 ans, on a quand même eu assez peu de pluie sur cette période, hein. Donc on a eu des belles journées ensoleillées et assez peu de pluie.
Ça se ressent et notamment ça s'est ressenti au niveau des maladies. On a eu moins de pression maladie parce que du coup moins d'humidité et donc c'était des contextes moins favorables au développement des maladies. Mais du coup on a pu avoir dans les sols les plus superficiels des débuts de stress hydrique sur début mai, donc un petit peu avant la floraison. Et après, par contre, dans le 29 et 56, c'était plus raisonnable. Enfin, on a eu moins ces phénomènes-là. Donc là, c'est un petit peu petit, mais on vous a mis quand même les graphes pour pouvoir repositionner différentes stations météo. Donc on en a pris une par département. Et en fait, donc l'axe des ordonnées, ça va être les sommes de pluie. Et l'axe des abscisses, donc à l'horizontale, c'est les températures. Et du coup, ça permet de repositionner l'année par rapport aux 20 dernières années. Et donc, on voit qu'on se situe dans le carré en bas à droite. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu des températures plus élevées que d'habitude sur cette période-là. Et par contre, des pluies enfin, inférieures. Donc, on retrouve ça sur le site de Ploërmel, sur le site de Noé Blanche, donc dans le sud 35. On retrouve ça aussi dans le 22 à Trémusson. Mais par contre, le cas un petit peu différent, c'est Quimper, donc plutôt dans le sud Finistère, où là, on a toujours en excès de température, mais par contre, niveau pluviométrie, on a quand même eu pas mal de pluviométrie. Donc c'était assez localisé autour de Quimper, où il y avait pas mal de pluie. Donc voilà, en fonction des secteurs, là, on n'a pris que 4 exemples, on n'a pas pu faire tous les exemples, mais ça permet de repositionner un petit peu. Donc ensuite, là, on a parlé des pluies, on va parler également de la température. Donc là, c'est exactement les mêmes graphiques, sauf que c'est des sommes de température à gauche et on se replace aussi par rapport à la médiane 20 ans à droite. Donc on voit que donc, entre le rose et le vert, on est toujours dans le positif, donc entre plus 10% et plus 18%. Donc globalement, on est un petit peu supérieur à la moyenne sur les sommes de température. Donc effectivement, il a fait plus chaud que habituellement. Et du coup, on a eu une accélération des stats qui pouvait être un petit peu en retard sur la sortie d'hiver, mais au final, on a eu des dates d'épi 1 cm classiques. Mais par contre, ça a accéléré sur la suite courant montaison. Et on a mis aussi des données de rayonnement, toujours sur la même période, et puis 1 cm floraison. Donc là, pareil, on est plutôt en léger excédent de rayonnement. Donc en tout cas, on n'a pas manqué de rayonnement sur ces périodes-là. Donc effectivement, on a eu plutôt des belles journées avec de l'ensoleillement. Voilà. On a mis aussi sur cette période-là, donc et puis 1 cm jusqu'à floraison à peu près, la partie sur les valorisations des apports d'azote. Donc effectivement, on a dit qu'on avait eu plutôt un peu moins de pluie que ce qu'on a l'habitude de voir sur ces périodes-là. Mais par contre, on a eu quand même des pluies assez régulières, enfin assez bien positionnées par rapport aux valorisations d'apports d'azote, sauf dans certains secteurs, donc là où on a entouré en blanc. On a quelques secteurs où ces apports ont été moins valorisés. Donc juste pour repréciser sur ce tableau-là, donc vous avez différentes stations météo donc en ligne. Et vous avez différentes dates. Et en fait, quand les cas sont colorés en vert, ça veut dire qu'on a bien eu, s'il y a eu un apport ce jour-là, ça veut dire qu'on a bien eu 15 mm de pluie tombée dans les 15 jours à venir. Et par contre, si on est en orange ou rouge, c'est qu'on n'a pas eu ces cumuls de pluie. Donc en gros, donc si on se repose en février au moment des apports talage, donc on est plutôt dans le vert, hein. Normalement, il y a eu des pluies pour valoriser les apports talage. Ensuite, autour des pieds 1 cm, donc on a eu une période avant, enfin plutôt début mars et une période plutôt fin mars, donc en fonction des précocités. Normalement, dans la plupart des cas, on a pu valoriser correctement ces apports, sauf donc voilà, ceux qu'on a entourés, où certains secteurs ont vraiment eu un manque de pluie. Donc on a Noé Blanche par exemple, mais on a aussi Brest ou Pommery, donc voilà. Après, on a eu un retour des pluies sur le mois d'avril.
Pour le dernier rapport, donc qui était positionné, donc bien sûr ça dépend de l'avancée des stades, mais plutôt au niveau de dernière feuille. Il y a eu normalement des conditions, sauf un petit peu de sec autour du 1er mai en fonction des secteurs. Certains ont anticipé un peu ce dernier rapport autour du 15-20 avril pour éviter des problèmes de sec ensuite, donc ce qui a pu jouer un petit peu sur les teneurs en protéines. Mais sinon, globalement, on a eu des conditions, les pluies sont revenues après pour valoriser ces apports. Et donc après, si on continue le cycle donc de floraison jusqu'à la maturité, là on reprend les sommes de pluie. Donc là on est plutôt en fonction des secteurs plutôt en déficit de pluie et notamment déficit assez marqué dans le sud 35 et l'est 56 et aussi un petit peu là dans le ouest 56. Alors que dans le 22 et 29, c'est un peu moins marqué. Donc, des fois, on est un petit peu en déficit, mais globalement, ça peut être aussi au-dessus de la moyenne. Donc, voilà, des pluies assez hétérogènes. Sur les températures, là, pareil, on est toujours en excédent de température avec un gradient est-ouest qui est assez classique de ce qu'on peut observer dans la région. Concernant le rayonnement, donc on est plutôt excédentaire à l'est, hein, plus 6, voire plus 10%, donc assez favorable au remplissage, et un petit peu déficitaire à l'ouest, donc moins favorable au remplissage, donc notamment dans le 29. Alors maintenant, si on passe sur la partie composante de rendement, donc là on avait l'aspect, on va dire, climat, données climatiques. On va essayer de voir avec quelques données chiffrées, hein, quelques mesures sur le terrain. Donc on vous redonne un petit peu les différents essais qui nous ont permis de repositionner l'année par rapport à la moyenne bretonne des 20-25 dernières années. Donc sur la partie blé tendre, on a à la fois des essais, on va dire variétaux. Donc deux essais qui ont été menés par Agritech Service, donc à Rouen et le Moustoir, donc dans le 156 et le 22, donc plutôt la partie centre-Bretagne. Un essai de la chambre au niveau de Ploune-Vézel, donc avec des essais un petit peu rapprochés, mais on va dire des pressions maladies un petit peu différentes, et puis aussi également des dates de semis un petit peu différentes. Un essai de Reden donc à l'emballe, donc habituel, hein, donc c'est un essai historique de Reden dans ce secteur-là. Garin paysanne, donc avec Pléneuf-Valandré, un essai un petit peu plus en sol superficiel, un petit peu plus compliqué, on le reverra. Roumier, Pommeraye, mené par Le Gouessant, donc dans ce secteur, dans le 35 et puis dans le 22, qui sont plutôt pour le coup ici des potentiels très très élevés, avec des profondeurs de sol très élevées. Notre essai à Pluharmel, donc un peu plus intermédiaire. Et également, on s'est servi également d'essais physio également sur le site de Pluharmel et d'un essai azote mené par Eureden sur le secteur de Trébrivant, donc dans la partie centre-Bretagne. Pour ce qui est du triticale, donc ça va être essentiellement des essais variétaux avec un essai à Rouen également avec Agritech Service, à Plescope avec la Chambre, Lamballe également avec Eureden, Melvin donc sud Finistère avec Terre de l'Ouest et notre essai à Pluramel également. Vous avez dû voir, on va dire, au mois de juin pour ceux qui sont venus à nos journées techniques. Sur l'Orge, de la même façon, donc on a un essai à Moron, au nord de Plouermel avec Agritech Service, la Chambre à Plourin, donc dans le nord Finistère, le Gouessant avec Pommeraye, donc sur le site à bon potentiel, Rouen également sur l'Orge avec Agritech Service et notre essai à Plouermel. Et également deux essais avoine. Donc on va pas forcément aujourd'hui parler de l'avoine, mais s'il y a quelques questions, vous pourrez nous recontacter, on pourra vous donner les différents éléments. Voilà. Et puis également des essais, des suivis de parcelles agriculteurs, donc plutôt dans le secteur ouest 35, qui est dans ce secteur-là. Donc des parcelles, on va dire en conduite classique sur lequel on a fait des mesures. Donc là, plutôt des mesures physio. Et donc, un grand merci aux différents partenaires, hein, et aux agriculteurs qui ont pu accueillir ces essais. Ça nous permet d'avoir à la fois des données sur la partie variétale, qu'on verra en deuxième partie du webinaire, mais également sur les composantes de rendement qu'on peut comparer aux dernières années.
Globalement, si on fait un petit résumé très rapide de ce qu'on peut voir de vos différents retours, hein, au niveau du rendement, on est plutôt sur une bonne année. On est au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Alors, sans être exceptionnel au global, mais on peut voir quand même plus localement des très très bonnes, une très très bonne année avec des très bons rendements dans certains secteurs et d'autres qui sont un petit peu plus dans la moyenne avec potentiellement un gradient est-ouest ou à l'ouest, on va dire un petit peu plus classique. Mais globalement, il y a peu de déceptions. On est quand même sur des bons rendements. Sur la qualité, on est excellent sur le PS avant les pluies, on va dire, du 17 juillet. On est très très bon PS, hein. On verra à plus de 80, donc, c'était assez classique dans les différents retours. La teneur en protéines, par contre, là, elle est très hétérogène, donc plutôt moyenne, voire décevante dans certains secteurs. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi. Si je commence sur la partie densité et fertilité d'épis, donc de la même façon, je vais vous expliquer rapidement ce graphique-là, que vous allez retrouver à plusieurs reprises. Donc là, c'est sur le blé. Donc ce qu'on fait, c'est que on mesure donc les densités d'épis et on met en relation le nombre de grains par épi, donc qui traduit la fertilité qui est en ordonnée. Donc les deux composantes se relient, hein, elles ne sont pas indépendantes, hein. Sur les différentes composantes des céréales à paille, il y a des relations entre chacune de ces composantes. Vous voyez bien que quand on a des densités d'épis élevées, on ne va pas pouvoir espérer une fertilité énorme. Forcément, la plante va au fur et à mesure diminuer cette fertilité au fur et à mesure qu'on a une densité d'épis élevée. Vous avez des points gris qui sont finalement les mesures historiques, hein, avant les années 2000 jusqu'à 2024. Donc c'était surtout des essais variétaux. Vous avez donc par rapport à ces points gris une tendance, une droite historique. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est à comparer les points de l'année 2025 par rapport à cette droite historique. Et ici, ce qu'on appelle des isocourbes, c'est en fait le nombre de grains par mètre carré. Donc, c'est finalement la densité fois la fertilité. Et ça donne un nombre de grains par mètre carré. Donc, on veut le plus fort, on va dire le nombre de grains le plus élevé. Donc, pour ça, par exemple, si on a 650 épis par mètre carré, bah, finalement, il nous suffit d'à peu près 45 grains par épi pour atteindre ces 30 000 grains par mètre carré. Tandis que si on a une densité beaucoup plus faible, on va être à 400 épis par mètre carré, et bien là, pour atteindre un 30 000 grains par mètre carré, eh bien, il faudra une fertilité d'épis très très élevée, voire inaccessible dans ce qu'on a pu relever dans l'historique. Si je reprends par rapport à l'année, donc ici vous avez 6 essais sur lesquels on a les densités d'épis, la fertilité d'épis et le remplissage qu'on verra juste après. Pour chacun de ces essais, on a 5 variétés identiques dans tous les essais qu'on a pu, on va dire, suivre. Donc c'est des variétés qui sont, on va dire, bien implantées dans le paysage breton. Donc on a Intensity, Thermidor, Junior, Extase et Chevignon, donc avec des potentiels de rendement différents, des précocités différentes, mais qui se font, on va dire, dans la région. Donc par exemple, si on prend les 5 points, on va dire, donc les 5 variétés à Pléneuf-Valandré, donc qui sont en rouge, eh bien vous voyez qu'on a globalement une densité d'épis inférieure à l'historique, puisque l'historique est à 505 épis par mètre carré. Là, on est inférieur, donc on est plutôt sur un sol assez superficiel, voire avec un petit peu d'hydromorphie en sortie d'hiver, donc qui a impacté cette densité d'épis. Et ce qu'on va regarder, c'est au niveau de la fertilité. Bon, on voit certaines variétés qui ont une fertilité un petit peu, on va dire bien bien en dessous de ce qu'on peut espérer par rapport à l'historique et d'autres, 3, même 4 variétés sur 5 qui ont plutôt une fertilité au-dessus de la tendance historique par rapport à des densités d'épis, identifiées. Donc on regarde ça de la même façon pour les différents sites d'essai. Donc globalement, ce qu'on peut en tirer, sur ce graphique-là, c'est que au niveau des densités, donc sur l'abscisse, on a à la fois des points en dessous de la moyenne, voire très en dessous de la moyenne, et des points bien au-dessus de la moyenne. Donc c'est très hétérogène sur la Bretagne, ces densités d'épis par rapport à l'historique. En moyenne globale, on est à -3%, mais vous voyez qu'on peut descendre à -8, voire bien en dessous pour certaines variétés sur le secteur de Pléneuf. Et on peut être bien au-dessus sur le secteur de Rouen, donc ici en bleu foncé, avec des densités qui sont plutôt plus que correctes. Donc très hétérogène sur la partie densité. Par contre, sur la fertilité, le point commun, c'est que très grande majorité des points sont quand même au-dessus de cette courbe violette. Ce qu'on veut qu'on regarde, c'est est-ce que les points sont en dessous ou au-dessus de cette courbe violette, de cette droite violette. Et la majorité, vous voyez, est quand même au-dessus, donc qui atteste d'une bonne fertilité d'épis cette année. On est même à plus 15% par rapport, en prenant en compte cette dilution par la densité d'épis. Donc on est à plus 15%. Il y a juste
une variété type extase qui globalement fait moins de fertilité, donc qui se positionne un petit peu en dessous de la droite historique. Donc très bonne fertilité qui au global compense ces faibles densités d'épis dans les secteurs un petit peu compliqués. Donc ce qui fait qu'au global, le nombre de grains par mètre carré est également excédentaire de 14% sur le réseau 2025 par rapport à l'historique, ce qui est intéressant. Et ce que j'ai pas dit sur les densités, donc on avait des parcelles hydromorphes, des semis aussi sur certains essais, des semis tardifs, donc avec des températures un petit peu froides qui a pu limiter le talage et derrière la densité. Et également des sols superficiels avec dans des secteurs un peu séchants là, sur l'est de la Bretagne notamment, qui a pu aussi faire des régressions de tiges et donc limiter aussi cette densité d'épis. Voilà, donc première composante intéressante pour cette année qui explique ces bons rendements, c'est la fertilité d'épis. Et comment expliquer qu'on a une bonne fertilité? Eh bien, finalement, c'est sur la part du rayonnement qui, est intéressant, hein, donc tout au long de la montaison, on l'a vu, mais notamment sur une période, on va dire, enfin critique ou sensible, c'est autour de la méiose. Donc autour de la méiose, c'est autour de dernières feuilles étalées. Ce que je vous ai mis ici, c'est les sommes de rayonnement sur la période autour de méiose, donc une semaine avant et une semaine après la méiose. Donc là, c'est le secteur, on va dire, dans le 22, mais c'est à peu près pareil partout, on va dire, en Bretagne, dans une majorité de la Bretagne, où vous avez l'année 2025 qui est première en termes de somme de rayonnement. Donc c'était la période finalement fin avril, début mai, très ensoleillée, aussi très sèche, avec beaucoup de température, mais aussi beaucoup de rayonnement. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la méiose. Donc finalement, ça a pu, on va dire, améliorer cette fertilité. D'habitude, on parle plutôt de cette phase-là comme une période sensible, hein. Si on a une température froide ou peu de rayonnement, bon, on peut avoir des stérilités d'épis. Et cette année, c'est plutôt le contraire, ça a plutôt été favorable à la fertilité d'épis. Rapidement maintenant sur les autres espèces, donc les orges cirants ici, donc on a 5 sites d'essai, on a pu regarder les composantes sur 2 variétés de cirants. Donc les 2 variétés, c'est SG Zorica et SG Zebra. Ici sur les cirants, de la même façon, une densité hétérogène. Au global, on a moins 4% par rapport à l'historique et avec très hétérogène, avec des moins 25% à plus 18% selon le secteur, pour les mêmes raisons que pour le blé. En termes de fertilité, on est plutôt, eh bien, il y a des points qui sont au-dessus, quelques points en dessous. On est en l'occurrence au global à plus 6%, donc c'est pas autant que le blé, mais ça reste intéressant. Et sur la composante qui multiplie cette densité, cette fertilité, donc le nombre de grains par mètre carré, on est à plus 7%. Sur les orges de rang, donc là on regardait LG, casting et noblesse. Là, pareil sur la densité d'épis en termes d'hétérogénéité. Par contre, une fertilité qui se rapproche du blé avec une très bonne fertilité d'épis, qui peut s'expliquer par le fait que les 2 variétés observées en orge de rang sont un petit peu plus tardives que les 6 rangs et donc se positionnent un peu plus sur une méiose sur fin avril, donc un petit peu plus favorable en termes de rayonnement par rapport aux 6 rangs qui ont pu avoir une méiose un petit peu plus précoce et donc avec un peu moins de rayonnement autour de la mi-avril. Voilà. Et sur le triticale, donc on a 4 essais. À noter, 2 essais un petit peu à problème. Donc un essai donc à Plescope qui a été attaqué par le piétin échaudage et le topin. Donc forcément les densités sont un petit peu qui sont plus faibles et également une fertilité beaucoup plus faible. Et sur Melvin, un petit peu plus compliqué à expliquer, mais on est sur des semis très tardifs, hein, de pas très loin de mi-décembre, avec une forte pression maladie et des sols un petit peu superficiels qui, en l'occurrence, ont pénalisé la fertilité des pis. Et sur les essais classiques, sans voilà, de gros problèmes, on va dire, agronomiques ou de ravageurs, on a donc Pluhermel et Rohan, où là on constate des densités d'épis plutôt classiques et surtout également une fertilité d'épis qui se retrouve également intéressante. Voilà, je te Tac. laisse sur la partie Donc, remplissage. du coup, maintenant, on va passer sur d'autres composantes, donc les composantes plutôt de remplissage. Donc les graphiques seront de la même manière donc pour les différentes espèces, sauf qu'ici du coup c'est pas les mêmes variables qu'on va regarder. Donc en ordonnée on va regarder le PMG, poids 1000 grains, et en abscisse du coup ce sera le nombre de grains par mètre carré. Et du coup les courbes là de couleurs que vous voyez en rouge, jaune et verte, enfin, de ces deux variables, on en déduit un rendement par hectare.
Donc ça permet de repositionner du coup au niveau du remplissage les différents essais. Donc là, on voit globalement que sur la partie poids 1000 grains, on se retrouve toujours au-dessus de la moyenne. Donc on a vraiment un bon remplissage qui a été réalisé sur la plupart des essais. Donc en moyenne, on est à plus 16%. Et d'un point de vue grain par mètre carré, donc c'est ce que présentait juste avant Benjamin, grâce à la fertilité d'épis, même s'il y avait parfois des manques de densité, la fertilité d'épis a été bonne, donc du coup ça permet d'avoir des grains par mètre carré plutôt bons. Donc, dans 80% des cas, on est au-dessus de la moyenne pluriannuelle. On a aussi quelques cas un petit peu en dessous, mais du coup ça a été compensé par des poids 1000 grains plus grands. Plus importants. Donc au final, on avait un peu peur avec des coups de chaud en fin de cycle, donc des températures échaudantes, tout ça. Donc on avait un peu peur que le remplissage soit un peu impacté. Mais au final, c'est pas ce qu'on a observé. On a quand même eu un bon remplissage, donc ça peut dépendre aussi un petit peu de la précocité des variétés. Donc les variétés les plus tardives ont pu être un petit peu plus impactées que les variétés précoces qui avaient déjà bien entamé leur remplissage. Mais globalement, au niveau de ces essais-là et des variétés qu'on a suivies, on a quand même un bon remplissage au final en blé. Notamment grâce à une faible nuisibilité maladie cette année, un enracinement qui a été bon et du coup un bon fonctionnement racinaire, un rayonnement aussi qui était bon, donc on a un remplissage qui est particulièrement bon cette année. Et du coup on se situe dans des gammes de rendement plutôt bonnes, voire très bonnes en fonction des situations. Donc pour le blé, on fait aussi sur la station de Plouermel des suivis de remplissage au fur et à mesure, avec des sommes de température depuis épiaison. Donc du coup, on a les données habituelles pour certaines variétés, donc avec la moyenne pluriannuelle là qui est juste au milieu. Et donc on fait ça sur deux variétés, Chevignon et LG Audace. Donc on peut voir que à chaque fois, on a Chevignon qui est un petit peu en dessous d'LG Audace. Et du coup, là, vous retrouvez les données pour 2024, donc les courbes qui sont en dessous, et 2025, donc cette année, les courbes au-dessus. Donc si on regarde plus précisément, donc on voit que le poids 1000 grains au début a une cinétique assez proche de ce qu'on voit habituellement. Donc un remplissage assez classique, mais qui au final s'est poursuivi sur la durée et du coup qui a permis de dépasser la moyenne pluriannuelle. Alors qu'en 2024, bah, on a vu que ça a rapidement stagné et du coup on arrive à la fin à des poids 1000 grains bah, plus bas que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc au final, malgré ces coups de chaud, on a eu quand même un bon remplissage, contrairement à 2024 où là c'était plutôt bah, une pression maladie qui était très importante, donc un fonctionnement de la plante qui était impacté, plus un manque de rayonnement en fin de cycle qui a perturbé la photosynthèse et du coup le remplissage a été impacté. Donc voilà pour les différences entre ces deux années. On a aussi mis, donc sur les essais, on a toujours un bloc non traité et des blocs traités, fongicides. Donc ça nous permet de faire des écarts traités, non traités, pour évaluer la nuisibilité des maladies foliaires. Donc c'est ce que vous voyez sur ce graphique. Donc c'est une nuisibilité qui est en pourcentage par rapport au rendement traité. Donc combien on va perdre de rendement en fait dans la partie non traitée par rapport au rendement traité. Donc là, vous voyez toutes les années, donc des fois ça peut monter assez haut en fonction des pressions. Et là, 2025, donc c'est le dernier, la dernière petite boîte à moustache, on voit qu'on est plutôt dans les années avec les plus faibles pressions maladie. Donc on estime à 14 quintaux de nuisibilité, alors qu'en 2024, on était plutôt autour de 21 quintaux pour des rendements plus bas en plus. Donc voilà, on avait une pression maladie faible et du coup ça a permis d'avoir un remplissage correct parce que du coup la plante n'était pas impactée par ces maladies et du coup elle a pu fonctionner correctement, faire de la photosynthèse correctement.
Donc on a aussi là remis quelques graphiques pour voir la partie déficit hydrique notamment, avec donc sur la gauche les déficits hydriques cumulés. Donc on voit que 2025, donc elle est pas, donc on est quand même dans des années où on a pu avoir un petit peu de déficit hydrique, mais par contre on n'est pas du tout dans les années les plus extrêmes, comme on a pu voir en 2022 notamment avec là vraiment un stress hydrique marqué sur les céréales à paille. 2025, on a pu avoir un petit peu de stress, mais qui était assez limité. Cela dépend bien sûr quand même des potentiels de sol et des précocités aussi variétales. Mais au global, voilà. Et du coup, on a quand même eu voilà, différentes périodes de pluie qui ont été bien positionnées pour le remplissage avant la flow, donc qui a évité un stress au moment de la floraison et avant grain laiteux. Et peu de température élevée mi-juin, donc ce qui limite du coup le besoin en eau et du coup le stress hydrique. Contrairement à 2022 où là, il n'y avait pas d'eau et en plus, il a fait chaud. Donc, du coup, on avait un stress hydrique plus important. Donc là, c'était pour le blé où on a vu très en détail. On va voir aussi les graphiques pour les orges et le triticale. Donc pour les orges, deux rangs. Donc de la même manière, on a donc des grains par mètre carré élevés, donc plus 20% en moyenne. Donc sur la plupart des essais, hein, on voit qu'on est plutôt au-dessus de la moyenne pluriannuelle. Donc plus de 20% en moyenne. Et pour le poids 1000 grains, pareil, on est à plus 10%. Donc on a les sites de Moron et Plourin qui ont un remplissage plutôt classique et très très bon par contre pour les autres sites pour ces orges de rang. Voilà, et pour les orges 6 rangs, là on voit que du coup le rendement s'établit pas de la même manière pour entre les orges de rang et les orges 6 rangs. Donc pour les orges 6 rangs, c'est plutôt l'inverse, on a un nombre de grains par mètre carré qui est toujours un peu au-dessus de la moyenne, mais qui est plutôt à plus 7%. Ça peut être aussi un peu hétérogène entre les sites, hein. Donc on a Moron et Plourin qui est plutôt faible et les deux autres sites plutôt très élevés, donc qui tirent un petit peu la moyenne vers le haut. Et par contre, pour le PMG, là, on est sur des poids 1000 grains élevés, donc plus 17% par rapport à d'habitude. Donc l'orge qui est plus précoce que le blé sur la fin de cycle, elle a évité les coups de chaud de fin juin et du coup avec aussi une faible nuisibilité et un bon fonctionnement racinaire, un bon rayonnement, ça a permis d'avoir globalement des remplissages très très bons. Donc pareil, on a fait les suivis de remplissage, donc de la même manière. Donc là, on est sur la variété Faro. Et du coup, on voit, donc là, on a un suivi sur 4 ans, donc 2022, 2023, 24 et 25. Et on voit que 2025, on est la courbe la plus haute. Donc par rapport à 2024, c'est surtout sur la fin de remplissage où vraiment on a continué sur une bonne dynamique. Sur les orges, niveau nuisibilité maladie, donc de la même manière, on est plutôt sur une année avec peu de maladies. Donc là, on a une nuisibilité de 12 quintaux par hectare pour un rendement en moyenne de 120 quintaux, donc ce qui est assez faible, donc 10% du rendement. Et c'est similaire à l'année dernière en termes de nombre de quintaux, mais par contre, on partait d'un potentiel quand même un petit peu plus bas l'année dernière, donc du coup, en pourcentage, on est un petit peu plus faible en 2025. Et du coup, pour finir avec le triticale, donc toujours vigilance sur les essais que Benjamin expliquait un petit peu à problème. Donc on s'est plutôt focalisé sur l'analyse des essais plus classiques, pas, sans problème particulier. Donc là, on a des nombres de grains par mètre carré élevés, donc plus 20%, notamment grâce à la fertilité des pies, et des PMG qui sont aussi plutôt bons avec plus 11%. Donc voilà, remplissage aussi très bon sur la partie triticale. Voilà. Si on passe maintenant sur la partie qualité, donc au niveau de la protéine et du PS. Donc au niveau de la protéine, donc derrière c'est de l'azote, hein. Donc on a des essais donc physio qui nous permettent de suivre l'absorption d'azote
au cours du cycle. Donc là, c'est en abscisse depuis épi 1 cm, donc les sondes de température depuis épi 1 cm. Donc on fait des mesures de biomasse et d'azote absorbé à épi 1 cm, à dernière feuille, donc vous voyez les points historiques en bleu ici, à floraison, et puis à la récolte. Donc là, vous avez des essais donc physio à Pluhermel, donc avec LG Audace et Chevignon, deux modalités d'un essai donc azote à Trébrivant, et puis ici vous avez une mesure à floraison et à récolte de la moyenne de parcelles agriculteurs suivies dans l'Ouest 35. Ce qu'on constate globalement cette année, c'est que au niveau de l'absorption d'azote, on a eu un ralentissement entre dernière feuille et floraison. On voit qu'à dernière feuille, selon les sites, on était soit légèrement au-dessus de la moyenne, qui est ici en pointillé gris, ou en dessous. Mais à floraison, tout le monde était en dessous, c'est-à-dire qu'il y a eu un ralentissement, un freinage, on va dire, de cette absorption d'azote par la plante qui ensuite s'est poursuivi, enfin c'est inversé, c'est-à-dire qu'on a eu, pour le coup ensuite plutôt une absorption mieux que d'habitude sur la période post-floraison. Donc au cours du remplissage, les plantes ont absorbé plus d'azote que d'habitude. Donc finalement à la floraison, on avait, 40 unités de moins absorbées par les plantes par rapport à d'habitude et à la récolte, bah, on était plutôt à 20 unités de moins. Donc on a eu finalement 20 unités de plus, si on regarde le différentiel, qui a été absorbé sur cette période de fin de cycle, donc qui était plutôt très favorable sur la partie rendement, mais également sur cette absorption d'azote. Ce qui a fait un petit peu défaut, c'est cette partie-là sur finalement fin avril, début mai, où là on a eu un petit freinage de cette absorption. Alors on a eu un petit freinage, pourquoi? On voyait un peu tout à l'heure, hein, c'est au niveau climatique, hein. On avait donc, peu de pluie sur la partie montaison, mais des pluies qui étaient bien positionnées pour les différents apports. Mais si ce n'est que, sur cette partie dernière feuille étalée, donc fin avril, ici vous voyez, fin avril à, tout début mai, on avait, si vous vous rappelez bien, des températures qui étaient, très élevées, des rayonnements qui étaient très forts aussi et ce qui fait que les ETP, donc les évapotranspirations potentielles, étaient très élevées aussi. Ici, vous avez la courbe 2025 en vert, qui est au-dessus des maximales qu'on pouvait enregistrer sur la station de Pluhermel. Donc on avait vraiment un climat qui était desséchant, avec un sol qui était finalement peu rempli en eau. Et ce qui fait que, les plantes, ben, on a pu voir certaines variétés notamment qui, commençaient à rentrer en stress hydrique avec des symptômes de stress, notamment sur les sols un petit peu superficiels et ce qui fait que, ben, elles ont dû réagir pour limiter, bah, cette évapotranspiration et en limitant cette évapotranspiration, bah, ils limitent aussi l'absorption, d'eau et le flux, d'eau dans la plante et notamment, bah, dans l'eau, on a cette partie azotée qui était, beaucoup moins, on va dire, absorbée. Néanmoins, après, sur la période du 8 mai, on a eu des retours de pluie, donc qui ont pu remettre l'azote en solution et notamment, reprendre, on va dire, une activité métabolique de la plante pour qu'elle recontinue à absorber de l'azote. Mais cette absorption a été un petit peu plus tardive que d'habitude, mais on va voir qu'elle est plutôt favorable à une absorption post-floraison et à une remobilisation dans le grain. Donc c'est vraiment cette condition séchante qui ont freiné de manière temporaire, l'absorption entre dernière feuille et floraison. Finalement, à floraison, on a donc des INN qui étaient assez bas, donc avec des biomasses un peu plus faibles que d'habitude, et également des azotes absorbés un peu plus faibles. Donc on a des INN qui dépassaient difficilement les 0,8, alors que ce qu'on vit, c'est plutôt du 0,9, voire du 1, pour avoir des teneurs en protéines très élevées, enfin très intéressantes. Donc on verra, ça a pu impacter dans certains secteurs, selon ces INN, la teneur en protéines. Un petit graphique, rapide, donc ce graphique, permet de voir un peu comment a réagi la plante, quelle était la stratégie de la plante pour remobiliser l'azote entre le grain et la paille ou la laisser dans la paille. Donc ici, c'est l'historique. Vous avez l'azote absorbé à floraison, donc là, 189 unités absorbées, d'habitude en Bretagne sur nos essais, avec un INN à 0,85. Ensuite, au cours du remplissage, la plante absorbe généralement 30 unités de plus, 32 unités en post-floraison. Et à maturité, elle va remobiliser bah, une grosse majorité dans le grain, puisqu'on va avoir 160 unités dans le grain, et elle va laisser 60 unités dans la paille. Ce qui fait qu'on a un indice, on va dire, de récolte de l'azote en quelque sorte de 0,73.
Si on compare à cette année, donc là, vous avez différents essais, hein, donc des parcelles agriculteurs ici, des parcelles physio à Pluramel, des parcelles, on va dire, azote sur la partie centre-Bretagne. Le constat est similaire, une absorption d'azote à floraison faible, avec des INN faibles. Néanmoins, on a dans tous les cas, dans tous les sites, une absorption post-floraison élevée, de plus de 20 unités hein, par rapport à d'habitude. Et également, l'autre aspect, c'est qu'on a une excellente remobilisation de l'azote vers le grain. Puisque si vous regardez l'azote dans la paille est assez faible, hein, on est à 30 unités, 30-40 unités, et ce qui fait qu'on a un indice de récolte de l'azote de 0,84, donc on augmente de 0,1 par rapport à d'habitude. Ce qui est très intéressant, et ce qui fait que finalement, cette partie azote en fin de cycle a été plutôt favorable cette année. Pour autant, on constate tout de même en région des teneurs en protéines très variables. Vous voyez ici, c'est la moyenne des essais, variétaux, hein, en blé des dernières années, avec le rendement en abscisse et puis les teneurs en protéines en ordonnée. Et ici, vous avez les essais 2025. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des rendements, pour les essais variétaux, heu, intéressants, enfin très élevés. Par contre, des protéines, très différentes. Pour autant, c'est la moyenne des mêmes variétés. Donc ce qui change, ça va être vraiment de cette partie, pédoclimat et itinéraire technique. On a vu que sur la partie climatique, on était plutôt favorable, la partie pédologique aussi, donc c'est plutôt sur la partie, itinéraire technique, qu'il faut aller regarder sur les stratégies, de fertilisation, les doses, le passé, on va dire, au niveau des apports organiques. La variété peut jouer, mais là, on voit qu'on a un tronc commun similaire. Donc là, on est à 122 quintaux sur notre réseau d'essais en 2025 contre 102 d'habitude sur la Bretagne. Donc, un rendement beaucoup plus élevé et des teneurs en protéines qui sont, finalement un petit peu plus basses, mais pas une forte dilution. On est à 10,7 cette année contre 10,9 d'habitude, donc, alors qu'on a beaucoup plus de rendement. Donc on n'a pas eu forcément cette dilution par le rendement par rapport à ce que j'ai expliqué avant avec, cette, forte, absorption post-récolte, post-floraison pardon, et une bonne remobilisation vers le grain, de l'azote. Au niveau variétal, pour avoir on ne présente pas forcément, enfin pas souvent, mais là vous voyez les notes de protéines pures des variétés, donc qui sont classées de 1 à 7, et ici vous avez les données de cette année, donc en pourcentage de la moyenne du réseau. Donc on voit qu'il y a une très bonne correspondance cette année entre ce qu'on observe au niveau des protéines et la note CTPS de protéines pures. Vous avez notamment, des intensity qui sont très bien notées en termes de protéines avec des très bons rendements, hein, qui, on verra tout à l'heure, se terminent en haut du classement. Alors que des SUI Lord qui ont aussi des très bons rendements, eux, elles n'arrivent pas à concentrer la protéine et donc à des protéines très basses. Donc on a un effet variétal, hein, sur cette partie protéine. Mais quand on cible sur une variété comme intensity, donc chaque point c'est intensity dans un secteur différent, et ben, vous voyez que Intensity est globalement, en haut du classement en termes de protéines dans chacun de ces sites. Mais quand on les compare entre eux, on voit quand même qu'on a des essais à 11,5 de protéines, donc très intéressant en termes de valorisation derrière, et des essais, on est à 10 de protéines. Donc là, on est plutôt, en fait, la source d'explication est plutôt sur l'ITR technique, avec parfois, des doses d'azote un petit peu plus faibles, et notamment le dernier rapport qui peut être avec des doses un petit peu plus faibles et un petit peu trop précoces par rapport au cycle de culture, par rapport à des essais où on va être sur des apports un peu plus conséquents, sur le dernier rapport et un petit peu plus tardifs. Donc c'est vraiment cette partie, stratégie de fertilisation qui a joué sur cette teneur en protéines cette année. Sur le PS, assez rapidement, hein, le PS donc 2025 se situe ici. On est, sur des PS, sur le réseau 2025 intéressants. Heu, Largement supérieurs aux 2 dernières années, donc on a des PS qui sont bien remontés par rapport aux 2 autres années qui étaient un peu médiocres et donc un peu plus difficiles derrière en termes de commercialisation, puisque là, c'est vraiment un indicateur uniquement commercial, hein, et non pas agronomique. Vous voyez donc, 2025, on est correct par rapport aux 2 années. À noter que dans le réseau, breton, on a quand même des dates de récolte très différentes et qui ont joué fortement sur le PS par rapport aux pluies. C'est-à-dire que cette année, on a eu, de très bonnes conditions pour faire un PS, très intéressant puisqu'on a eu peu de pluie entre floraison et grains laiteux ou, des pluies bien positionnées mais qui ont pas trop duré avec
entre deux, pas mal de rayonnement, ce qui a permis d'avoir une enveloppe du grain assez intéressante. Ensuite, on a eu un très bon remplissage, donc on a pu remplir en quelque sorte le frigo et donc le PS s'est maintenu. Et ensuite, il fallait le moins de pluie possible jusqu'à la récolte, entre la maturité physio et la récolte, pour maintenir ces PS très élevés. Ça a été le cas sur ces essais-là, hein, récoltés avant le 18 juillet, avant les pluies, où là, on monte à des PS à 72, voire que plus de 80, ce qui était assez classique quand on entendait les retours terrain des récoltes des agriculteurs. Et puis ensuite, à partir du 18 juillet, vous voyez, entre le 17 et le 18, on chute en PS très rapidement suite aux pluies. Et ça a été le cas aussi pour les récoltes de fin juillet, début août. Donc c'est vraiment les pluies entre maturité physio et récolte qui ont fait chuter ces PS assez nettement cette année. Mais dans la campagne, la majorité des récoltes ont quand même été faites avant ces pluies-là, et donc on est globalement sur des PS intéressants. Voilà, donc assez rapidement, hein, la synthèse sur les différentes espèces de ce qu'on vous a expliqué. Donc cette année, sur le rendement, c'est vraiment la fertilité d'épis et le remplissage qui ont été intéressants. Le PS, on l'a vu, c'était aussi intéressant, sauf sur les récoltes tardives. Et la protéine, on voit que c'était pas forcément le coût de la partie pédoclimat, c'était plutôt les pratiques qui font varier cette teneur en protéines. Je te laisse du coup présenter la Ouais. partie blé tendre. Donc du coup, maintenant qu'on a fait la partie bilan de campagne, on va partir sur la partie préconisation variétale, donc avec les résultats des différents essais dont on vient de vous parler, mais là plutôt sur les différences variétales qui ont pu être observées. Donc on a différents réseaux en fonction des espèces. Donc là sur la partie blé tendre, on a un réseau Bretagne-Basse-Normandie, donc avec différents partenaires qui réalisent des essais. Donc dans un premier temps, on voulait les remercier. Et donc là pour cette année, on avait 10 essais. Euh, donc voilà, on va présenter les résultats. Donc, tous ces résultats, vous pouvez également les retrouver dans les Choisir et décider qui ont été publiés début septembre. Donc, vous retrouverez donc les graphiques là, on s'excuse, hein, ils sont un petit peu petits peut-être sur les diapositives, mais si vous voulez en plus gros, vous aurez déjà la présentation, mais vous pouvez les retrouver dans les Choisir et décider. Donc, comme ça, vous pourrez zoomer sans souci. Donc là, pour commencer sur la partie variétale, un des premiers éléments qu'on va regarder, ça va être la productivité. Donc on a rappelé là dans la bulle verte les critères de choix sur la partie blé tendre. Donc il y a forcément un critère de choix sur la productivité, donc c'est ce qu'on va pouvoir vous présenter juste ici. On regarde aussi la stabilité de la productivité. Donc on va pouvoir voir ça sur les graphiques. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que, enfin, une variété qui fait un très bon rendement, mais seulement une année, et une autre année qui va avoir un mauvais rendement parce qu'il y a eu différentes conditions, ça va pas forcément être intéressant parce que du coup, elle est assez instable et on va pas forcément être sûr d'une année sur l'autre si elle va pouvoir être productive ou non. Donc, ça va plus nous intéresser qu'une variété qui est productive et stable. Bon, des fois, on voit aussi ce qu'on peut. Donc, par exemple, là, c'est ce qui est montré là, avec la souris. Donc, une variété qui sera productive et stable, c'est-à-dire que sur plusieurs années, les différents points, elle se situe toujours au-dessus de la moyenne. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique. Et ensuite, donc dans les diapos à suivre, vous verrez les autres éléments. On regarde la tolérance globale aux maladies, donc en regardant notamment les nuisibilités en écart traité-non traité. Les maladies qui vont nous importer le plus, ça va être la septoriose, la rouille jaune, un petit peu la rouille brune également qui peut être importante. Et puis, on regardera aussi des indicateurs de qualité, donc teneur en protéines et poids spécifique. Donc là, sur la partie rendement pluriannuel, donc vous avez toutes les variétés qui sont listées avec les nouvelles variétés qui vont être en bleu, donc les nouveautés de cette année, et les autres sont des variétés qui ont été déjà inscrites depuis une ou plusieurs années. Et donc sur le graphique, vous êtes toujours en pourcentage par rapport au réseau. Et donc, si vous vous situez à droite du trait bleu, ça veut dire que vous êtes au-dessus du réseau, donc le rendement est au-dessus du réseau. Et si on est en dessous, par contre, c'est que on est plus bas que la productivité du réseau. Et ensuite, donc les différents points, donc vous avez les années qui sont notées, donc c'est un petit peu petit.
Et vous avez aussi les rendements CTPS, donc C1 et C2, ça veut dire que c'est avant que les variétés soient inscrites, elles passent dans les réseaux CTPS. Et du coup, attention parce que dans notre synthèse après, le réseau CTPS, c'est le réseau CTPS Nord, donc du coup, on ne prend pas cette moyenne-là pour le réseau Bretagne-Basse-Normandie. Donc, mais par contre, les rendements sont affichés ici, donc vous pouvez voir les performances CTPS de ces variétés. Donc on voit certaines variétés là qui ressortent plutôt pas mal, hein. Notamment on parlait tout à l'heure d'Intensity qui ressort très bien cette année, Thermidor, des hybrides aussi, donc entre parenthèses H ça veut dire que ce sont des hybrides, donc des hybrides qui sont plutôt productifs, donc SUI Lord, SUI historique en nouveauté. Dans les nouveautés les plus productives, on a aussi Majesco, Belzébuth, LG Acrobat qui ressortent pas mal. Vigilance, par contre, certaines de ces variétés ont été peut-être moins performantes sur les années CTPS. Donc voilà les premiers éléments sur la productivité qu'on peut voir. On va redétailler sur les diapos suivantes tout cela. Donc là, vous avez un petit peu plus d'éléments. Donc ces tableaux, donc il y a pas mal d'informations, donc c'est un petit peu dur à lire, mais vous avez du coup les variétés à gauche. Vous retrouvez les rendements, donc le même, enfin l'équivalent du graphique qu'on vient de voir, donc sur les réseaux Bretagne-Basse-Normandie, donc avec des codes couleurs, hein, plus c'est vert foncé, mieux c'est, et plus c'est orange-rouge, moins bien c'est. On vous a aussi mis le réseau Normandie-Hauts-de-France, hein, pour voir si dans l'autre réseau, et Pays de la Loire, pardon, pour voir si dans les autres réseaux, les variétés se comportent bien. Concernant la nuisibilité aux maladies, donc vous avez des moins, donc qui permettent de voir les comportements des variétés, qui se basent sur les observations qui ont été faites les années précédentes et également cette année, car on peut voir des fois sur certaines maladies des évolutions, donc des variétés qui se comportaient bien et qui vont moins bien se comporter par la suite. Et du coup, la synthèse de tout ça, ça va être la colonne T-NT, donc avec la nuisibilité maladie, donc qui permet de voir quelles variétés ont une nuisibilité plus importante. Et comme autre élément qu'on peut regarder, donc il y a la partie verse et aussi la partie qualité. Ce sont donc le PS, les protéines, et on vous a rajouté également le chlortoluron, donc si c'est sensible ou non, donc ça va dépendre des variétés. Ça peut être une information intéressante aussi à avoir en tête. Donc, maintenant que j'ai présenté le tableau, oui, et vous avez aussi bah, les précocités là, des différentes variétés. Donc, pour le blé tendre, donc on commence par les nouveautés, hein, donc c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc, les variétés préconisées, donc qui vont être marquées par un petit logo vert, c'est les variétés qu'on considère, nous, les plus intéressantes en prenant tous les critères qu'on a présentés juste avant. Il peut y avoir des variétés qui sont productives, mais qui par contre ont des problèmes de maladie ou des choses comme ça. Donc, du coup, même si elles sont productives, on ne va pas forcément les préconiser. Donc là, celles qui sont préconisées, c'est celles qui ont les meilleurs compromis, on va dire. Donc là, on peut noter, on peut faire un focus là sur ces variétés qu'on va recommander. Donc on a notamment Conquistador. Donc là, c'est une variété qui est plutôt productive, hein, plutôt au-dessus de la moyenne. Niveau maladie, elle va avoir une nuisibilité maladie plus ou moins importante et c'est notamment à cause de la rouille brune qui l'a fait un peu baisser par rapport aux autres maladies. Et niveau qualité, elle est plutôt correcte, rien d'exceptionnel, mais rien de grave non plus. Après, on a la variété cactus qui va être intéressante aussi. Donc là, plutôt une variété assez productive, hein, 102% dans notre réseau. Une visibilité de maladie de 15, donc avec certains éléments qui vont la faire descendre un peu, notamment la rouille brune également, et plutôt correcte sur rouille jaune septo. Ensuite, on a la variété KVS Globe, donc là qui est également assez productive, hein, par rapport aux autres variétés. Niveau nuisibilité maladie, pareil, hein, on va être sur 16%. Là, c'est plutôt la septoriose qui peut pêcher un petit peu d'après nos observations. Voilà.
Ensuite, on a LG Acrobat, donc variété assez productive dans notre réseau, peut-être un peu moins dans le réseau Normandie, mais tout à fait correct. Ça va être une variété avec une usabilité maladie qui peut être un peu plus élevée, donc on est à 19. Et là, c'est plutôt aussi la rouille brune qui va pouvoir être problématique. On a la variété outdoor qui est moyennement productive, mais par contre qui va être plutôt correcte sur la plupart des maladies, donc ce qui est une variété assez intéressante. Et la variété RGT Majesco. Qui va être également productive et plutôt très bonne sur la partie maladie. Une vigilance par contre sur la partie oïdium, mais qui est un petit peu moins grave sur la partie blédin. Donc voilà le focus sur les nouveautés. Ce qui fait pêcher les autres nouveautés, souvent, ça va être la nuisibilité, enfin, si elles sont pas assez productives dans un premier temps, et la nuisibilité maladie, notamment la sensibilité à la rouille brune qui va faire descendre un petit peu ces variétés. Donc là, je vais passer moins en détail. Donc c'est les variétés qu'on connaît déjà. Donc on a les variétés présentes depuis 2 ans et également les variétés de référence. Donc si on commence par les variétés de référence, donc on a Intensity qui reste une très bonne variété, qui reste productive et qui se comporte très bien d'un point de vue maladie. Enfin, qui se comporte de manière correcte d'un point de vue maladie, qui n'a pas de gros stars, qui est bonne sur la rouille jaune, mais à vigilance un petit peu sur la septo et la rouille brune. Et aussi, vigilance, elle est sensible au chlortoluron, donc c'est une des particularités de cette variété, mais qui reste une bonne variété. Et dans les variétés de référence, on n'a pas sélectionné d'autres variétés, notamment Chevignon, qui pouvait être préconisé jusqu'ici, mais qui commence à décrocher un peu sur le rendement et également sur la partie maladie. Donc voilà, il y a des variétés qui ont été très très bonnes par le passé, mais qui commencent à décrocher un petit peu, donc c'est pour ça qu'on les préconise plus. Et après, donc dans les variétés présentes depuis moins longtemps, celle qu'on retient, ça va être Académie. Donc bonne variété sur la partie rendement, vigilance sur la rouille brune par contre, et également sensible au chlortoluron. Après, on a la variété RGT Farmeo, donc également une bonne variété productive et du niveau nuisibilité maladie, elle est plutôt correcte, vigilance sur la septo et la rouille jaune. Et ensuite, la variété Thermidor, qui est toujours très très productive, peu importe le réseau. Et son petit point faible, ça va être la rouille brune par contre. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'informations, mais vous retrouverez du coup les détails là dans ces tableaux-là. Et du coup, on a voulu synthétiser ça sous forme d'un graphique. Donc on a les rendements en ordonnée et la nuisibilité maladie en abscisse. Donc on vous a colorié là dans quel carré c'est mieux de se trouver en gros. Donc en fait, le mieux c'est d'être productif et tolérant aux maladies. Et donc du coup, ça va être, c'est pour ça que la plupart des variétés qu'on a sélectionnées sont plutôt dans ce carré-là. Et on a aussi recommandé quand même des variétés qui sont productives, qui sont un petit peu moins bonnes sur la partie maladie. Donc, il va falloir être plus vigilant sur ces variétés-là, mais elles sont quand même assez productives. Donc, si on a un bon programme fongicide adapté, ça peut très bien se passer aussi. Donc voilà. Et après, on vous a remis là le détail, donc vous pourrez retrouver dans les choisir avec du coup les points forts et points faibles de chaque variété. Donc là, c'est pour la valeur sur intensity, donc je vais peut-être pas redétailler tout ça parce que c'est ce que je vous ai présenté, mais au moins vous avez ça de manière synthétique dans le diaporama. Donc avec donc intensity, ses points faibles, c'est surtout sur la rouille brune et le chlortoluron, mais qui reste très productive. Et juste là, les 3 variétés, c'est aussi notamment la partie rouille brune, hein, qui leur fait défaut, qui est un petit peu moins présente en Bretagne. Pour ça qu'on s'est permis de les mettre sur cette, en termes de préco, généralement quand il y a un bon T2, ça maîtrise assez bien la rouille brune sur le reste du cycle, donc c'était vraiment leur point faible. Hop. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, je vais peut-être pas repasser en détail, mais vous aurez voilà, tout le détail sur la partie blé.
Si on passe maintenant sur la partie orge d'hiver, donc là sur l'orge, c'est un réseau ouest, hein, donc c'est Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, avec 5 essais, dont 3 on va dire en Bretagne, hein, donc à Pluharmel, à Rouen avec Agritech Service, et puis à la Chambre dans le Nord Finistère. Donc merci à ces partenaires bretons pour cette partie orge. Et puis on a deux essais, on va dire, sur la partie Normandie. Donc la même façon, hein, c'est la même présentation de graphique. Donc sur les critères de choix, bah, ça a été également les deux premiers, la productivité et la stabilité de productivité entre les années. Sur les orges, on regarde quand même la JNO, hein, en premier, hein, donc alors en Bretagne, on n'a pas une forte pression JNO comme on peut avoir dans d'autres régions comme en Poitou-Charentes. Je dirais que ce qui est important de regarder la JNO, c'est surtout dans les secteurs est breton, où là, on va avoir des températures des semis davantage précoces et des températures un peu plus chaudes sur l'automne, et donc qui peut favoriser cette pression puceron. Donc c'est là où il va falloir bien regarder cette tolérance JNO, d'autant plus que aujourd'hui, toutes les variétés qui sortent sont, on va dire, tolérantes JNO avec des rendements très élevés. Donc c'est pas comme il y a plus de 5 ans où on avait des variétés tolérantes GNO mais avec un petit peu moins de potentiel. Là, c'est plus du tout le cas, puisque vous voyez, hein, la première variété CLG Zorica qu'on connaît très bien, qui remplit pas mal de critères, de bons critères, hein, en termes de productivité. Productivité, elle est première. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est première, enfin en tout cas en haut du tableau, avec peu de variations entre les années. Donc vraiment une très bonne variété qui est tolérante GNO, donc une orge Siran. Sur les nouveautés, on va avoir Littoral. Donc là, sur ce graphique, on n'a pas eu les rendements CTPS. On n'a pas pu vous mettre les petits rendements CTPS. Mais Littoral a été un peu une surprise cette année, puisque d'au CTPS, justement, Réseau Nord, elle était plutôt en dessous en termes de potentiel, enfin tout juste dans la moyenne, pas forcément très intéressante sur la partie maladie. Et c'est vrai qu'en 2025, sur le réseau Ouest, eh ben, elle est plutôt très bien performée. Donc on l'a mis dans les recommandations, mais plutôt, on va dire, recommandations de nouveautés à suivre, dans le sens où bah, les dernières années, CTPS, ça n'était pas si bien que ça. Donc cette année, elle s'est bien comportée. Donc il faudra encore une année en Bretagne pour voir bien si la tendance est plutôt à être un bon comportement en Bretagne, ou est-ce que 2025 était plutôt exceptionnel. Donc bonne variété sur l'aspect rendement. SI Coliseo, donc un hybride qui est aussi performant. Donc, comme sur le blé, hein, les hybrides, on les a pas forcément préconisés, puisqu'en fait, ils déplafonnent pas forcément par rapport aux lignées, hein. Vous voyez qu'elle est troisième et qu'on a quand même des lignées qui sont équivalentes à cet hybride. K2S Innovatrice, qu'on commence à bien connaître aussi, qui est également très stable et performante en rendement, donc qui fait partie des bonnes références sur l'Ouest. LG Zephyra, bonne en rendement, et puis on verra sur la partie maladie aussi intéressante. Nouveauté digitale. Digitale, elle, ses performances étaient sur la partie traité non traité, et enfin notamment sur la partie notes CTPS, puisqu'elle a quand même des notes très élevées sur les principales maladies au niveau des orges. Par contre, le point faible, et c'est un critère qu'on regarde de manière plus importante sur l'orge, c'est la verse. Donc elle a une verse plus importante que les autres sur cette variété digitale. SI Lona, donc on connaît qui est hybride. LG Zebra qu'on connaît aussi bien, hein, qui est au-dessus de la moyenne. Mais elle, la partie maladie pêche un petit peu plus, hein, par rapport à un LG Zorica, hein, puisqu'on est sur des notes assez faibles en Rinco et Elminto. Noblesse. Donc vous voyez là, on est sur la première variété deux rangs. Donc c'est vrai que cette année, encore une fois, les deux rangs en termes de potentiel sont inférieurs aux 6 rangs. Et c'est ce qu'on constate en pluriannuel aussi, hein. Donc Noblesse est la première variété en termes de deux rangs, assez stable entre les différentes années. Donc on va dire intéressante. C'est plutôt sur la partie maladie où elle va être un petit peu moins intéressante. En termes de nouveautés en deux rangs, on va avoir LG Carpenter qui était plutôt intéressante sur cette partie maladie et qui cette année est sur un rendement intéressant aussi au-dessus de la moyenne et qui reste intéressante sur la partie maladie. Donc c'est une variété à regarder. Aliénor, K2S Mélodis, qui est également ici présente. Bon, après, je peux vous faire le reste. Après, on va être sur des variétés un petit peu moins performantes cette année sur le rendement. Peut-être un petit point sur LG Casting, qui reste performante en termes de deux rangs, qui reste une valeur très sûre et très stable. K2S Futuris qui était performante, très performante en CTPS, un petit peu moins cette année en termes de productivité, mais ça reste au-dessus du rendement, donc une variété intéressante à regarder sur les prochaines années. Et puis vous voyez en dessous LG Caïman qui avait très déçu l'année dernière, qui s'en fait beaucoup moins cette année en Bretagne, hein, où on n'a même pas remis en essai, hein. Là, c'est par rapport à ses résultats, hein, des années précédentes qu'on l'a remis sur le graphique.
De la même façon, donc vous avez les différents critères, quelques points à noter. Donc digital, les gros points faibles, c'était la partie verse, alors tandis que sur la partie maladie, elle était très performante. Donc vigilance, hein, donc là, ça peut être une variété intéressante, mais il va falloir, adapter, fortement la densité et puis la stratégie de fertilisation pour pas se retrouver dans le dur vis-à-vis de cette, verse. Futuris, donc qui est, tolérante JNO et également pied chétif. Pour la Bretagne, les pieds chétifs, c'est pas forcément, on va dire, on n'a pas une grosse pression. Le pied chétif, c'est les cicadelles, hein, à l'automne, hein, qui vont piquer, transmettre un virus, donc le virus des pieds chétifs. Mais on a quand même c'est plutôt dans les secteurs centre, Pays de la Loire qu'on va retrouver cette maladie-là, beaucoup moins présente en Bretagne, donc on regarde, moins cet aspect-là, on regarde plutôt la partie GNO. Et Futuris, plutôt intéressante sur certains aspects, mais par contre, c'est sur la Rhinco qu'elle est, moins performante. C'est notamment la première qu'on voit impactée par la Rhinco dans les essais là sur cette année, en termes de symptômes visuels sur feuilles. K2S Melodis, c'est quand même, assez proche de K2S Futuris en termes de performance, en termes de maladie, hein. Elle est également, pas tip top, on va dire, sur cette partie Rinco. Littoral, on vous disait là, qui était performante cette année, qui était la bonne surprise en termes de rendement. Par contre, en termes de maladie, faut voir au niveau de la rouille hunaine, être attentif, l'oïdium aussi. Par contre, elle est très performante sur la Rinco, mais on verra sur la partie traitée, non traitée, c'est pas trop ça. Donc pareil, ce sera plutôt une variété à où il va falloir être vigilant derrière sur la conduite technique. Aliénor, donc une variété de 2024, de l'année dernière. Donc là, je ne veux pas tout détailler. Innovatrice, donc qui est aussi, pied chétif, hein, qui est plutôt performante sur la partie maladie. LG Zephyra aussi, hein, qui est, intéressante sur cette partie, maladie et puis, Zorica de la même façon. Carpenter sur les 2 rangs. Ici, Carpenter, c'est plutôt l'inverse, le point de fragilité où il va falloir être attentif. Le reste est quand même très bon, hein, le PS est intéressant. La tolérance aux maladies est vraiment performant est vraiment très bonne, hein, avec l'Elminto et la Rhinco qui sont bien maîtrisés, également la Rouinen. Donc c'est vraiment intéressant. Manad, donc qui était dans les CTPS très bien en termes de rendement, en termes de maladie aussi, on voit ici, hein, mais par contre, le gros point faible, ça va être l'averse. D'autant plus cette année, les 2 rangs étaient encore un petit peu plus, fragilisés que les 6 rangs. Cette variété-là était encore plus fragile. C'est un peu dommage puisque le reste était bien, mais c'est le gros point de difficulté sur cette variété-là. Et puis LG Casting, hein, LG Casting, j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, hein, qui est pas JNO, donc LG Casting, mais qui a quand même pas mal de points d'atouts sur la productivité, sur les tolérances aux maladies. Qui va être, enfin, qu'on préconise sur la partie Bretagne, mais vigilance tout de même sur cette pression, JNO, à pas forcément la mettre, notamment sur la partie Est, Bretagne, ou en tout cas sur les semis précoces. Vous retrouvez le fameux graphique qu'on vous présentait, tout à l'heure, donc avec, les bonnes variétés, productives et peu sensibles aux maladies ici. Donc vous voyez LG Carpenter, hein, qui, s'écarte quand même du reste des variétés en termes de nuisibilité, hein, qui est vraiment intéressante, avec un rendement au-dessus de la moyenne. Et puis, vous voyez à l'inverse Littoral qu'on a mis dans les préconisés. Alors vous voyez, c'est en vert clair dans le sens où, elle est préconisée, mais voilà, plutôt en quelque sorte à suivre et plutôt à confirmer l'année prochaine, puisque, le point faible, ça va être plutôt sur cette tolérance, maladie qui est un petit peu plus forte, enfin qui est plus forte que l'ensemble des autres maladies. Voilà. De la même façon, je ne vais pas forcément, rentrer dans les détails, dans les différents, atouts, et faiblesses. Donc si on avait des points, on va dire un peu moyens, on les mettait pas forcément, hein. C'était vraiment les points, en vert, je dirais, les points forts et les points en rouge ou orange qu'on vous remet dans ce tableau-là. Donc avec les valeurs sûres, hein, qu'on connaît bien, LG Zorica et LG Casting, donc une 6 rangs et une 2 rangs. Les 3 autres variétés qu'on connaît bien aussi, donc là, ce qui sont des 6 rangs, hein, LG Sephira, Innovatrice, pardon, et Aliénor. Et puis les nouveautés, donc on a mis comme étant intéressantes et en quelque sorte qu'on peut, on va dire, mettre au champ, donc Digital et LG Carpenter. Avec Digital, hein, c'est vraiment la sensibilité verse où il faut être attentif derrière, auprès de l'agriculteur pour bien adapter la conduite technique, mais qui sur le reste est très intéressante. Et les variétés qui nous semblent intéressantes, mais à confirmer en 2026, donc on aimerait bien avoir une année supplémentaire pour vraiment
les mettre dans les cases supérieures. Donc, Futuris pour bien confirmer son potentiel de rendement. De la même façon Mélodis et puis Littoral, c'est, confirmer également son rendement qui était plutôt une bonne surprise cette année, et tandis que la partie maladie est un petit peu en défaut. Voilà pour l'orge. Si je continue sur le triticale donc, là on est, sur une échelle, donc, française, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'essais, on va dire, à l'échelle de l'Ouest pour en faire une synthèse spécifique. Je pense que l'année prochaine, on pourra se permettre de faire une synthèse, Ouest, plus adaptée à l'Ouest. Mais cette année, on a décidé de plutôt garder encore à l'échelle nationale, donc avec des essais, principalement en Bretagne, hein, grâce aux partenaires, hein, donc Reden, Terre de l'Ouest dans le Finistère, Agritech, sur la partie, centre-Bretagne et puis, dans le Morbihan avec la chambre. Le reste des essais, ben, on va en avoir plutôt en Auvergne. Auvergne et puis, une partie des Rhône-Alpes. On va avoir ces essais qui vont permettre, d'avoir les données qu'on va vous montrer par la suite. En termes de productivité, donc le triticale, on regarde comme les autres céréales, hein, la productivité et cette stabilité de productivité. On va être aussi attentif aux maladies foliaires puisque le triticale a plutôt une, réputation entre guillemets d'être une espèce rustique. Donc il va falloir être vigilant aussi sur cette partie maladie, que ça soit pas explosif, d'autant plus qu'on a des maladies quand même spécifiques au triticale en termes d'impact, hein. L'oïdium est très impactant pour le triticale. C'est le cas aussi de la rouge jaune et on voit de plus en plus aussi de Rinco, donc c'est des critères à bien regarder. Et puis l'inverse aussi également un critère. Cette année, comment cette TPS Rapace sort, 1re du groupe, hein, donc très performante, en termes de productivité. On verra, c'est un peu moins le cas sur la partie maladie ou la partie verse. Donc c'est vraiment, gros point fort, c'est sur cette partie rendement. Mais pas à mettre, on va dire, une variété à mettre entre toutes les mains en quelque sorte, puisque derrière la partie protection va être à assurer. Donc une variété précoce, hein, on est à 7. Une variété très précoce à 7,5. Entre précocité et piaison, ça va être requin, également performante, un petit peu plus variable, mais performante globalement, on est au-dessus de la moyenne. Donc 2 nouveautés, hein, intéressantes, enfin notamment requin qui est intéressante puisqu'il y a un peu moins de problèmes au niveau des maladies et de l'averse. Sur les autres qu'on connaît, donc il y a Triperf, RGT Zigzag qui se performe bien, Bicross aussi qui continue à bien performer cette année. On verra sur la partie maladie, il y a quelques décrochages. Promiso aussi, donc on connaissait moins, sur la partie maladie, en termes de notes CTPS, dans ce qu'on a observé cette année, mais qui est correct sur la partie rendement. Hem, quoi noter d'autre? Donc Bonjour qui reste, une variété intéressante, hein, puisqu'elle est assez stable entre les années. C'est pas forcément son point fort, la partie rendement, mais elle est pas déconnante non plus. Ça va être plutôt cette partie agronomique qui va être intéressante chez elle. Et 2 variétés ne de 2 nouveautés qui ont un peu déçu cette année par rapport au CTPS, c'est Reptile et Ruggiero, vous voyez ici. Reptile qui était très bien en CTPS, hein, et le gros avantage aussi, c'était cette partie, nuisibilité maladie. Donc on avait quand même, des 8 en rouge jaune, des 8 en oïdium, des 7 en Rinco, donc c'était vraiment très performant. Un petit peu moins de PS par contre. Mais malheureusement, cette année, elle a fait un petite contre-performance, donc à voir quand même l'année prochaine. Ce sera intéressant de la réétudier, notamment sur la partie ouest. Et Ruggiero, de la même façon, Ruggiero a un peu contre-performé, alors qu'elles sont vraiment c'est également une variété très bonne sur la partie, maladie. On le reverra, on l'a bien revu cette année. Donc les nouveautés ici, donc avec les notations de cette année, donc vous avez donc Rapace, il y a également la Verse, hein, qui est un gros point faible, en plus de la nuisibilité maladie qui est très élevée, entre autres à cause de la rouille brune et la rouille jaune. Donc comme je disais, performante en rendement, mais derrière il va falloir assurer sur la protection. Donc c'est pas forcément, à mettre, on va dire, auprès de tous les agriculteurs, notamment, du fait que le triticale a une conduite un petit peu plus allégée que les autres céréales. Reptile, donc ce que je disais, un petit peu moins performante sur le rendement cette année, mais un petit peu moins bonne sur la partie PS. Mais sur la partie maladie, on est quand même à 8 quintaux de nuisibilité, donc elle est vraiment très bonne, très intéressante. Requin, donc là, plutôt être vigilant sur la partie précocité, elle est très précoce, donc faut bien adapter aussi les dates de semis. Mais bonne, on va dire, en protéines, en PS également intéressante. Le point de vigilance, ça va être la rouille brune et un petit peu l'oïdium. Et puis Ruggiero, on est plutôt intéressante, sur la partie maladie avec, 10 quintaux de nuisibilité. Un bon PS, une bonne protéine, mais à voir si l'année prochaine
elle est toujours un petit peu en deçà en rendement ou si elle reperforme comme elle l'a fait en 7 TPS. Et puis ici, alors, Allrounder qui est performante aussi sur pas mal de points, qui est vraiment intéressante, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les préconisés, hein. Donc bonne en qualité, PS protéines, bonne en termes de verse, en termes de maladie aussi, intéressante. Donc, et le potentiel de rendement est dans la moyenne. Biathlon, c'est un peu le même constat. Et RGT Rustilac également un peu dans le même créneau, hein, c'est-à-dire potentiel moyen, mais par contre on a une usabilité traité non traité intéressante. Par contre, un petit point de vigilance un petit peu plus sur la partie verse. Et les références, donc les variétés de référence, donc Bicross et Bonjour. Bonjour, il n'y a pas de grosses modifications, elle reste sur un rendement moyen, elle n'est pas sans surprise, mais par contre intéressante sur la partie protéines et sur la partie maladie, elle bouge pas de trop. Bicross, elle a bougé déjà l'année dernière sur la partie Rinco, et cette année, elle a bougé sur la partie Odium. Donc là, il va falloir être vigilant sur cette variété qui reste performante en termes de rendement, mais qui commence quand même à bouger pas mal sur la partie maladie. Donc à voir ce qu'elle va donner l'année prochaine. Voilà, et puis le graphique classique. Donc vous voyez, hein, on a quand même un gros écart avec les deux nouveautés requin et rapace, hein, qui quand même déplafonnent les rendements par rapport au reste du groupe, mais malheureusement qui ont un traité non traité assez important. Et plutôt privilégier requin, on va dire, par rapport à un rapace, parce qu'il a un peu plus d'atouts, enfin, un peu moins de contraintes fortes sur cette partie nuisibilité et verse. Voilà, et puis les autres, vous voyez, hein, donc Allrounder, qui est performante, Reptile, Regiro, un petit peu moins de potentiel, mais qui est quand même performante sur cette partie nuisibilité, qui est quand même davantage à prendre en compte sur les triticales. Voilà, on vous laissera les tableaux là, pour regarder dans le détail les différents points forts et points faibles. Et puis, donc, pour le reste de la campagne, donc au-delà du choix variétal, au niveau de la date de semis, hein, toujours pareil, de toute façon, c'est un peu les mêmes messages, hein, ça n'a pas changé, mais c'est quand même important de les suivre et notamment de répéter de manière pédagogique auprès des agriculteurs, d'être vigilant sur les dates de semis, hein, de surtout pas être enfin, avoir des dates plus précoces que le 20 octobre. On est vraiment la date idéale, c'est entre le 25 et le 10 novembre. En dessous, on va dire, de manière plus précoce, on va avoir des gros risques de JNO, hein, surtout que sur la partie Est-Bretagne, de piétin échaudage. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais piétin échaudage cette année, de par les conditions climatiques, était plutôt, on va dire, avec une faible pression. On n'a pas trop vu, ce qui explique aussi une part du remplissage intéressant cette année. Mais si l'année climatique, donc si l'hiver prochain est un peu plus chaud et le printemps un peu plus humide, on peut se retrouver avec des grosses pressions piétin échaudage. Donc vigilance, hein, d'autant plus avec des dates de semis précoces où on va aggraver le problème. Et puis pareil sur les maladies foliaires. Et puis on l'a pas dit, hein, mais on avait fait un webinaire au mois de juin sur les régras, un régras qui reste un problème et qui continue d'être un problème en Bretagne. Et donc la date de semis est un gros levier pour gérer cette partie régras. Donc si vous voulez davantage d'infos, je vous invite à suivre à revoir le webinaire du mois de juin. On n'a peut-être pas dit sur la partie blé, on voit quand même à l'échelle nationale des mouvements au niveau de la rouge jaune, hein. Donc vous savez, je pense pour un certain nombre d'entre vous, il y a des évolutions de race dans d'autres pays. Donc on commence à voir un peu des variations aussi à l'échelle nationale, sur certains sites et pas d'autres, pour certaines variétés. Donc ça sera un point de vigilance aussi pour le printemps prochain sur cette partie rouge-jaune, de bien nous avertir, hein, s'il y a des variétés qui normalement sont avec un bon comportement et qui finalement sur le terrain ne le sont pas tant que ça. Il faudra nous avertir assez rapidement, hein, pour qu'on puisse à la fois faire des prélèvements et puis avertir plus largement sur certaines variétés qui pourraient décrocher un peu plus rapidement que prévu. Mais vous pouvez également retrouver les détails des tableaux dans les choisir et décider, donc qui sont disponibles sur le site Arvalis. Donc il y a un document par espèce et vous pouvez, si vous avez manqué le webinaire des herbages du mois de juin, vous pourrez enfin, il est déjà en ligne sur YouTube, donc n'hésitez pas à le revisionner si besoin. Eh bien sinon, si c'est tout bon pour vous, eh ben, on vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur l'automne pour les différentes réunions techniques. Bonne journée à vous, Bonne au journée. revoir. Au revoir.